Bienvenue. Je m'appelle Marianne Alpin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais animer l'événement. Alors, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au traditionnel Dîner des Patriotes. Oui, on s'applaudit. Le RPS poursuit depuis maintenant 18 années cette tradition que d'autres avant nous ont maintenue afin que les patriotes de 1837-38 ne soient jamais oubliés. Je voudrais souligner la présence de personnalités publiques parmi nous. Alors, du maire de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, et des membres du conseil. Du député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères du Bloc québécois, M. Xavier Barsalou-Duval. De l'ex-chef du Bloc québécois, Mme Martine Ouellette. De l'animateur de télé et de la radio, M. Gilles Proulx. Du sociologue et chroniqueur, M. Mathieu Bock-Côté. Du socio-économiste du développement, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. De la personnalité de réputation internationale dans le dossier de la laïcité, récipiendaire du prix Marie-Victorin Félix Dumouchel 2014 de RPS, Mme Jemila Benhabib. Du président général de la SSJB de Montréal, Maître Maxime Laporte, mon président. Du président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, M. Étienne Alexis Boucher. De l'ancien député du Bloc québécois de Papineau et récipiendaire du prix Charles Dalang 2018 du RPS, M. Osvaldo Nunez. Il n'est pas arrivé, Il n'est pas arrivé? Oui, on l'a vu tantôt. Ben oui. Il est là, il est là, il est là. De l'ancien candidat du Bloc québécois, M. William Fayad. Du membre du Conseil général de la SSJB de Montréal. Est-ce que France Langlais est avec nous? Oui. Alors, France Langlais. Et des présidents de section haute de la Trémoille, Jacques Boivin et Roger Trépanier. Vous pouvez vous lever en bloc. Alors, bienvenue. De la directrice générale de la SSJB Centre du Québec, Mme Gisèle Denoncourt et les membres du conseil. Des membres du conseil du RPS. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Du lauréat du prix Chevalier de Lorimier du Rassemblement pour un pays souverain, M. Marius Minier. Alors, est-ce que nous avons Mme Jeannette Jasmin avec nous? Oui, alors maintenant, nous voulons souligner aussi que ce sera son anniversaire cette semaine. Elle aura 98 ans. Oui, vous pouvez vous lever. Alors, joyeux anniversaire en avance. Et également la présence de Jean-Yves Langlois de la Société de la SSJB, de la Société de Yamaska.
Soulignons aussi la présence de citoyens très engagés dans la cause indépendantiste, Messieurs O'Neill Perrier, Monsieur... Oui! Monsieur Guy Archambault, président de la Société d'histoire des Richelieu. Et je me demandais si Monsieur Badiona Bazin était présent. Non, il n'est pas présent. Peut-être qu'il va se joindre à nous plus tard. Et écrivain et homme d'affaires. Et bon, peut-être que nous avons oublié quelques personnalités. Vous viendrez me voir et je soulignerai votre présence. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, je vous inviterai à vous lever, encore une fois, et de garder une minute de silence à la mémoire de patriotes décédés au cours de l'année, en particulier le premier ministre Bernard Landry, Mme Lise Payette, M. Richard Lehir, et de bien vouloir rester debout afin de procéder à la cérémonie ensuite des saluts au drapeau du Québec et au drapeau des patriotes, dont les paroles furent écrites par M. Gilles Réaume et créées par Françoise Gratton et Gilles Pelletier lors du Gala des Patriotes le 18 mai 2009. Alors, je commence à compter maintenant. Merci. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean-Yves Langlois et Mme Doris McInnes qui vont nous faire les saluts au drapeau. Alors, nous allons commencer avec le drapeau du Québec. Alors, vous pouvez venir ici, je vais vous donner le texte. Salut au drapeau du Québec. Drapeau du Québec, salut. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect. Ma fidélité. Mon amour. Vive le Québec. Vive son drapeau. Et vive le Québec libre. Drapeau tricolore des Patriotes, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive les Patriotes de Papineau. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38. Vive la République du Québec. Alors maintenant, je demanderai au président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Benoît Roy, à vous adresser quelques mots. Merci, Marianne. Chers amis, avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudisse notre animatrice, Mme Marianne Allepin, qui a accepté d'animer in extremis, à pied levé, notre après-midi. Madame Alpin a fait des prouesses pour être ici cet après-midi. Merci, Madame Alpin. Monsieur Proulx,
Monsieur Dupuis, Madame Ouellette, Monsieur Bocoté. Plus fort, oui, bien sûr. Monsieur Bocoté, Maître Laporte, Monsieur Étienne Alexis Boucher, distingués invités, Madame Benhabib. Chers amis, c'est un grand honneur de vous recevoir encore cette année au Dîner des Patriotes du Rassemblement pour un pays souverain. C'est notre 18e édition. Et c'est une édition spéciale. C'est une édition, évidemment, qui exerce notre devoir de mémoire, comme on le fait habituellement. Mais c'est un devoir de mémoire particulier cette année parce qu'il y a eu de grands disparus qui nous ont quittés. Au premier chef, Bernard Landry, vous le savez. Lise Payette, on en a parlé tout à l'heure. M. Richard Lehir. Et aussi, il y a quelqu'un dans la salle qui a perdu son épouse et qui est un grand patriote et qu'il a organisé avant nous, avant le rassemblement, le Dîner des Patriotes pendant plus de 25 ans, c'est M. O'Neill Perrier. Alors, au nom du Conseil, toutes nos condoléances. Je n'ai que 5 minutes pour parler, mais il y a tellement de choses à dire sur le plan patriotique. On pourrait parler longtemps de ce qui s'est produit il y a quelques jours avec la maison Boileau à Chambly. On pourrait parler, oui, c'est vrai, c'est épouvantable ce qui s'est produit. On pourrait parler aussi de d'autres sujets patriotiques qui sont aberrantes. La gestion de l'offre. On a sacrifié nos agriculteurs. Pourquoi? Pour faire plaisir à certains commerçants et industriels du reste du Canada. Et c'est nous qui allons payer pour ça. Alors, des gestes patriotiques, on en a besoin. Et il faut que ça cesse, ces gestes de destruction de patrimoine, comme on a vu cette semaine. Il faut que ça cesse. Alors, face à tout ça, je suis heureux que vous soyez présents parce que je sais que vous êtes conscients. Vous êtes conscients, vous êtes ici présents pour ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour le Québec. M. Landry a travaillé, ça a été dit maintes fois, ça a été dit pendant longtemps, depuis plusieurs jours. Je ne veux pas répéter ce qui s'est dit, mais je sais qu'il a travaillé très fort. Alors que les libéraux ont laissé tomber des entreprises, ils les ont laissés partir. M. Landry, lui, s'est battu. Souvenez-vous de Paccard, quand il était ministre des Finances. Paccard construit des camions Kenworth, des gros camions très forts. La maison mère avait décidé de fermer le plan Sainte-Thérèse. M. Landry s'est battu pour les 400 travailleurs de Sainte-Thérèse. Et ça n'a pas été dit, ça, vous n'avez pas entendu ça souvent. Il a envoyé une délégation, je pense c'est au Michigan, aux États-Unis, rencontrer la maison mère pour parler, négocier, essayer de trouver un montage financier pour sauver ces emplois-là. Il s'est battu. On a des modèles, on a des gens qu'il faut suivre leur chemin. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous avoir rencontrés cet après-midi. J'espère que vous allez passer un bel après-midi avec nous. Vive le Québec libre. Merci. Nous allons poursuivre l'événement et donner l'occasion à quelques personnalités de prendre la parole. J'inviterai maintenant le maire de la ville de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, à venir sur scène. Je suis grand, moi. OK. Donc, bonjour tout le monde, distingués invités. Très heureux d'être avec vous encore cette année. Ça fait déjà une dizaine d'années que je suis avec vous ici à titre de soit conseiller municipal ou maire de Saint-Ours. Aujourd'hui, rendre hommage à un ancien premier ministre de grande qualité qui est venu souvent chez nous ici. Vous savez, dès les premières heures de l'annonce du décès de M. Bernard Landry, la ville de Saint-Ours a mis ses drapeaux en berne rapidement, par respect pour un grand patriote de chez nous. J'ai un petit ton basané. J'arrive du Mexique hier soir, minuit. J'ouvre mon cellulaire. C'est la première fois que je l'ouvre depuis une semaine. Une vraie vacance, là, quelque chose de déconnecté.
Les deux premières nouvelles que je vois, c'est la maison Boileau à Chambly, puis le moulin du Petit Saut à l'Île-Verte. Ah non, ça part pas bien notre journée, hein? C'est toujours la même histoire, hein? Il manque d'argent, il manque de volonté pour protéger notre patrimoine. Sans se vanter, on essaye, nous, un petit village comme le nôtre, de protéger notre patrimoine, puis on réussit à le faire par la volonté des gens qui sont ici, par l'argent qu'on met de côté pour ça. Mais il en manque toujours. J'ose imaginer un jour, lorsque la décision sera de prendre soin de la maison du docteur Dorion sur le chemin des Patriotes, quelle sera la décision de notre ville et village. Fait que je pense que avant même qu'on soit rendu à prendre cette décision-là, un jour, je pense que c'est important comme élu, puis j'en fais partie, bien, de prendre déjà les moyens de protéger ces bâtiments-là, ce patrimoine-là. Donc ça, c'est un engagement bien personnel. Je sais qu'il y a d'autres élus dans la salle. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse en sorte que notre histoire reste. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux dans la région ici, je vous invite à aller voir le monument des Patriotes de Saint-Ours, qu'on a complètement rénové depuis qu'on est arrivé au pouvoir, parce que les roches s'effritaient par respect par des gens qui se sont impliqués en 1837-1838. Et d'ailleurs, grâce à plusieurs partenaires, dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, puis je peux en nommer plein, des députés, on a une belle plaque pour Gilles Réaume aussi. Puis quel bonheur de voir un... Oui. Vous savez, maintenant, notre hôtel de ville s'est rendu l'ancienne caisse populaire, donc la plaque est vraiment sur notre terrain, donc on l'aménage super beau. Mais quel bonheur de voir des jeunes sortir de la petite école, 5e, 6e année, arrêter à la plaque pour prendre le temps de lire ça. Je me dis, ben on forme la jeunesse de demain. Merci. Merci, M. Proulx. Alors, je sais qu'on est tous très énervés d'être ensemble aujourd'hui, en cette journée, mais je demanderai quand même le silence et respecter les gens qui prennent parole devant vous, s'il vous plaît. Et j'ai oublié de vous mentionner que les assiettes doivent retourner là-bas, donc peut-être 1 ou 2 personnes par table, se lever, ramasser 3-4 assiettes en 2 prises de parole. Alors, notre prochain invité à prendre la parole est une personnalité bien connue, pour qui l'art de la communication n'a plus de secret. C'est un passionné d'histoire et surtout un passionné du Québec. Mesdames et messieurs, accueillons M. Gilles Proulx. Arrêtez-moi ça, bon Dieu, je ne suis pas Maurice Richard. Si j'avais pas 100 ans, je me présenterais à la prochaine élection. Mais malheureusement, j'approche. Je ne suis pas Maurice Richard, mes chers amis, ce symbole de détermination identitaire. Je veux vous dire que je suis très heureux d'être ici en Nouvelle-France, pays des Patriotes, mais également du régiment de Carignan et des Filles du Roi, les 2 événements qui font que nous existons encore. Et en même temps, évidemment, pour rendre hommage à ces patriotes dont on célèbre aujourd'hui des événements de victoire éphémère, victoire provisoire, des grands bonhommes avec un idéal extraordinaire d'établir une démocratie influencée par les États-Unis et la France, avec les Lumières, et en même temps, ils ont été des perdants qui, en bout de ligne, ont gagné. La preuve, c'est que nous avons la liberté de parole, mais cette liberté, on l'utilise tellement dans la diversité, parce que la démocratie, ça permet à n'importe qui, n'importe quand, le même honneur ou encore couillon de dire des choses qui se répandent. Parce qu'il y a des intellectuels qui nous lancent des choses qui appartiennent à la rectitude politique. Quel maudit vocabulaire est définitif que la rectitude politique! Quel poison
Quel poison! Et le tenant de la rectitude politique influence les instances, parce que ce sont des flancs mous et des ignorants qui nous mènent, mais ils ont été élus. Alors voilà, ça fait qu'il faut réviser l'histoire du Canada-Québec ou l'histoire du Québec tout court, où on n'a pas le droit de dire « peau rouge », c'est nouveau ça. Mais pour vous prouver l'ignorance, justement, de ces nouveaux vocabulaires, à éliminer tel peau rouge, on ne retient pas que pendant la colonie et les bagarres entre les Français et les Indiens sur notre bord, toutes les nations amérindiennes étaient avec nous. Pourquoi est-ce qu'on a tenu 200 ans de temps, si ce n'est pas déjà ça, avec 65 000 habitants face à 1,5 million d'individus, sauf les Iroquois? Voilà que les Jésuites... Voilà que les Jésuites les plus instruits du temps, hein, il y a les récollets qui sont arrivés premiers, ils ont fini sur des charbons ardents au Sault Sainte-Marie. Après ça, les gens qui essayaient de convertir, christianiser, sont devenus nos alliés, puis eux sont allés chez les Iroquois. Ils les ont baptisés les peaux rouges. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus qu'à la veille d'une attaque, ils s'enduisaient le corps d'une huile à même de résidus de la forêt. La forêt étant souvent un laboratoire, une pharmacie, connaissait à peu près toutes les plantes. Alors, ils s'enduisaient donc d'un maquillage rouge, de là l'expression « les peaux rouges ». Mais la rectitude est en train de nous enlever ça. La rectitude, ce qu'elle en fait de la révision, moi j'ai assez hâte de voir qu'il y a un mouvement d'intellectuels, parce qu'intellectuel assis souvent, quand il dit des conneries, le connard reprend ce que l'intellectuel assis a dit, puis il fait beaucoup plus de chemin que l'intellectuel assis. Il ne faut pas oublier ça également. Alors, encore une fois, tout ça pour montrer comment il est urgent d'introduire l'histoire et l'enseignement de l'histoire. Pas une histoire trouée comme on l'a fait et qu'on le fait. Et parmi ces patriotes qu'on honore aujourd'hui, bien sûr, puis Louis-Joseph Papineau et ses compagnons, qui était l'espèce de René Lévesque du temps, qui a goûté à la trahison après avec ses propres compagnons, n'est-ce pas? Sir George, qui a enlevé un S à son prénom George, qui parlait à son cheval en anglais, n'a pas été ce qui a été plus exemplaire. Oh, il nous a obtenu un demi-État, une province, une colonie en quelque sorte. Puis même Louis H., à qui on a donné tunnel, puis il s'est battu pour le français, au fédéral ou au Canada. Mais c'était des anciens compagnons de Louis H., le René Lévesque du temps. Et aujourd'hui, avec l'évolution du temps, quand je salue dans vos cœurs et vos âmes, si nous avons une âme, on est avec cet homme qui nous a quittés il y a quelques semaines, dans un au-delà quelconque, où malheureusement il n'a pas la puissance de venir nous dire « Prenez donc telle orientation à la place », puisque la communication ne se fait pas. Alors ce cher Bernard, avec une affection profonde, je m'ajoute à vous tous pour le saluer comme un grand patriote qui a été le dernier du vrai Parti québécois. Le dernier. Et on l'a tous salué, puis même les adversaires, ils ont trouvé des qualités. Quand un gars meurt ou une femme, c'est drôle comment est-ce qu'on trouve des qualités. On attend toujours que le corps soit froid tout d'un coup. Mais la veille, c'était un gars à abattre comme de raison parce qu'il avait des idées, parce qu'il a maintenu le discours important de faire la souveraineté ou l'indépendance ou la séparation. Voilà des vocabulaires qu'on ne peut plus utiliser parce que la rectitude, le révisionnisme intellectuel fait qu'on a inculqué au Parti québécois à la dernière élection une formation qui a eu peur de son ombrage. Et on a vu ce que ça a donné. Par découragement, on a voté pour une autre formation qui se dit nationaliste, qui ne l'a pas prouvé encore. Elle s'est fait élire sous ce thème-là. Moi-même, j'ai tombé dans le panneau, comme plusieurs d'entre vous. On voulait tellement se débarrasser de la pourriture et de la lâcheté du Parti libéral. Le pire Parti libéral qu'on a eu dans l'histoire de la Confédération, c'est le dernier. Et alors, comme plusieurs d'entre vous, je me suis fait prendre moi aussi. On s'est débarrassé. Mais maintenant, quand on voit la CAQ commencer à se dégonfler
ne serait-ce que pour les factures d'Hydro-Québec ou l'emploi d'Ontariens unilingues. On ne parle pas de la loi du travail. On ne parle plus de la loi 101. Un mot qui ne ressort plus, la loi 101 n'existe même plus dans le vocabulaire descriptif de la vie politique au Québec. Et je vois la belle petite Nathalie Roy, où j'ai été son chef de pupitre à TQS dans le temps. Elle m'entendait hurler avec toutes les structures politiques que je pouvais dénoncer. J'ai fait ça toute ma vie à dénoncer. J'ai gagné ma vie à rire du monde quand même, mes chers amis. Alors, heureusement, ça m'a soulagé, parce que sinon, j'aurais les artères encore plus dures. Et je serais au cimetière, vous viendriez peut-être un dimanche ici, me saluer rapidement. Et je décriais les inepties des gouvernements, et elle n'embarquait jamais. Je me demandais toujours, Nathalie Roy, cette belle fille, peut-être compétente quand même, comment ça se fait que tu n'exprimes pas tes idées? Je suis neutre, je suis journaliste. Ça me fait rire, le mot neutre. Napoléon disait, je vomis les neutres. Il avait raison. Je ne peux pas faire autrement, vous conter une anecdote à propos de Napoléon, que j'aime beaucoup. Et encore une fois, que la rectitude a démoli sanguinaire, puis tous les maudites inepties. C'était un des plus grands réformistes, un dictateur éclairé. Il parlait des Suisses, parce que j'avais été ponctuel comme les Suisses, arrivé ici à temps pour respecter le programme. Savez-vous ce qu'il disait des Suisses? Si tu vois un Suisse te jeter par la fenêtre, suis-le, il y a de l'argent à faire. Et la Suisse devrait être un exemple pour ceux qui veulent grimper dans la vie et devenir avec un État compétitif, ou d'autres pays également, mais on n'en parle pas. On est devenu un peuple qui se dénigre, qui s'haït lui-même, et depuis ce temps-là, on est de plus en plus en panne. Et je parlais de Nathalie Roy, qui a été nommée à l'Office de la protection, quel mot inutile, de la langue française. Je vous invite, vous aussi, à tous les jours, il y a des anicroches, je vois dans Verdun, où j'évolue, une ville de colonisée, où on dit qu'il n'y a que l'IFPO qui ne change pas d'idée, ça fait 150 ans qu'ils n'ont pas changé d'idée, ils sont rouges. Je vois des raisons sociales anglaises, en anglais bien sûr, The Language of the Universal Business, et en chinois. On en est rendu avec des affiches anglaises et chinoises. Tu portes plainte à l'Office de la protection qui nous coûte combien par année? Je ne le sais pas. Mais il y a une enquête à faire, il y a un bilan à demander à ces fumeux de pipe depuis qu'ils sont là avec le Parti libéral. Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous réalisé en termes de changement pour donner cette facette, si vous ne voulez pas vous séparer au moins de la distinction du Québec, puisque c'était cher ce mot distinctif à Robert Bourassa? Comment ça se fait qu'on n'œuvre même pas là-dessus? Et cet office de la protection qui ne protège rien, qui vous trouve toujours des explications, paragraphe B, article 3, alinéa 2, on ne peut pas rien faire. Comme la police de Montréal. T'appelles parce que tu as 5 points sur la gueule, madame. Venez au poste, on y va pas, nous autres, on ne peut pas rien faire là-dessus. Alors, toujours est-il que j'ouvre des parenthèses méchantes, mais pour dire aussi comment ça se fait que nous, les indépendantistes, les souverainistes, les Québécois fiers, nous ne sommes pas plus aguerris en matière de surveillance du recul, de la détérioration, de la perte de la personnalité du Québec français. Alors, il y a des efforts à faire chez nous aussi, mes chers amis, comme vous le voyez. Et en terminant, parce qu'on m'a demandé de vous parler 101 secondes en l'honneur de la loi 101 qui agonise, j'aurais aimé que ce soit 101 minutes, mais pour vous dire que je suis très heureux. Moi, j'ai été un casse-pied toute ma carrière et je m'en vante. Je m'en vante parce que je ne suis pas capable de me taire si ça me déplaît. Et j'ai... Je veux saluer ici une personne que j'aime beaucoup, que je l'aimais à distance. Je l'aime de plus en plus depuis que je la connais depuis une demi-heure. C'est une casse-pied et heureusement qu'elle est là. C'est Martine. Merci.
Merci, Monsieur Proulx. Avant de poursuivre, il y a la présence de 2 vrais patriotes aussi dans la salle. Nous sommes tous des patriotes, mais je voudrais quand même souligner la présence de Monsieur Paul-André Desbiens. Vous savez, le chauffeur d'autobus de la STM qui a brandi des drapeaux du Québec qui a été suspendu. Alors, une bonne main d'applaudissements, monsieur, de son côté patriote. Alors, nous avons aussi la présence de M. Serge Paré, ancien conseiller politique de Bernard Landry. Il est où? Il est là. Merci pour votre présence. Donc, le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision de créer un nouveau prix en 2017, reconnaissant la contribution d'un journaliste à la cause indépendantiste, le prix Omer Héroux, dont nous pouvons voir son portrait sur la toile. Vous vous demandiez, hein? Cette œuvre a été réalisée par Mme Marie-Josée Hudon. On peut admirer quelques-uns de ces portraits, des personnages marquants l'histoire du Québec, sur le site du Musée des Grands Québécois, www.mdgq.ca. Omer Héroux est natif de la Mauricie à Saint-Mauricie-de-Champlain. Il a exercé sa profession auprès de plusieurs journaux, dont le Trifluvien, La Patrie, le Journal, l'Action sociale et du journal La Vérité, appartenant à son beau-père, Jules-Paul Tardivelle, indépendantiste avoué et clairement déclaré. Omer Héroux fut aussi un proche collaborateur de Henri Bourassa au journal Le Devoir. Il s'est distingué pour avoir défendu la langue française et la nation québécoise dans ses écrits, tant au Québec que dans les provinces du Canada. Ses 60 années de journalisme lui ont valu le respect de ses lecteurs et de ses adversaires. Pour venir nous dire tout le bien qu'il en pense de notre récipiendaire, j'inviterai maintenant M. Simon-Pierre Savard-Tremblay à s'avancer. Merci. Alors, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour... quand Mathieu m'a demandé ça il y a quelques jours, parce qu'il a fait ça très dernière minute, il me fait signe, raconte-le pas. Mais on est en famille, on est entre nous. Ça m'a fait très plaisir d'accepter pour 2 raisons. Bien, tout d'abord, parce que je crois que ça me fait très plaisir d'annoncer le prix que reçoit un ami, un collègue et aussi un ancien enseignant. Je vais vous raconter peut-être un peu les circonstances où j'ai connu Mathieu. Déjà, je sens qu'il a peur de ce que je vais raconter. Mais la deuxième raison, c'est bien entendu d'être là pour un hommage à Bernard Landry. Parce que M. Landry, je me disais en m'en venant tout à l'heure, ça va être tellement bizarre qu'il ne soit pas là. Il n'en a pas manqué une. Il n'en a pas manqué une seule de ces assemblées-là. Il n'en a pas manqué un seul de ces événements-là. Mais la vérité, puis on le voit ici même, c'est qui est avec nous en ce moment. Ben Dieu, Landry n'est pas mort. Je suis moi-même un assez bon habitué de ces événements-là. On m'a souvent donné à 2 reprises des prix ici même. Puis j'ai toujours l'habitude de commencer avec des remerciements. Mais là, je veux dire merci de donner ce prix à Mathieu aujourd'hui, qu'il mérite amplement. Mathieu, donc, c'est un collègue, je vous le disais, un ami et aussi un ancien enseignant. En fait, avant qu'il m'enseigne, je me souviens que je commençais à lui écrire. Parce que jamais je l'écoutais à la TV des fois. Ou à la radio, puis je trouvais ça intéressant. C'est un gars qui avait l'air de lire des livres. Moi aussi, j'étais un jeune un peu geek, comme probablement lui dans sa plus tendre enfance. Puis je lui écrivais, j'envoyais des messages. Des fois, je lui faisais même des reproches sur certaines choses qu'il y avait sur son site Internet, soit la photo de Lucien Bouchard. Il me répondait pas. Mais des fois, une fois, je l'ai croisé en personne. On est devenus amis, on a commencé à aller manger ensemble. Puis là, à un moment donné, je me suis inscrit à son cours à l'Université de Montréal. C'était vraiment intéressant. J'étais au bac en sciences politiques à l'époque. C'était un cours sur le Québec. On sentait toute la passion de Mathieu pour le Québec. Une passion d'ailleurs que je partageais. Puis je peux vous dire, moi, c'était un cours que je ne manquais jamais. Puis Dieu sait qu'il y avait des cours que je manquais. Là. Comme étudiant, les 5 à 7 finissaient pas toujours à 7 heures. D'ailleurs, dans le jargon étudiant, on appelle ça 5 à fête.
mais malgré tout, je me levais toujours pour aller à celui de Mathieu. On prenait de l'énergie encore plus qu'avec un double espresso quand on y allait. Donc, puis on ressentait cette passion pour le Québec chez Mathieu, puis par la suite, on est devenus amis, véritablement. Il m'a invité ensuite à la revue L'Action nationale, où on est encore ensemble, où on a une rencontre à peu près une fois par mois pour discuter des idées qui traversent le Québec, des livres qui sortent sur le Québec. Et puis, comme ami, je dois dire que Mathieu est un gars très loyal. Un gars très, très loyal, presque autant qu'au Québec. Ben presque, je sais pas. Ben, c'est un gars très, très loyal, mais je voudrais vous parler maintenant aussi, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, on m'a dit 3 minutes maximum, de l'intellectuel public important qu'il est. Parce qu'il est auteur d'une œuvre réelle qui est une contribution importante à la vie des idées au Québec et maintenant outre-Atlantique en France. Je pense, à mon avis, moi personnellement, c'est son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, que je trouve le plus abouti, personnellement. Je trouve que c'est véritablement, je pense que c'est probablement l'aboutissement aussi, l'apogée de sa pensée, de ses réflexions sur la question. C'est d'ailleurs basé sur sa thèse de doc, qui, par définition, est une œuvre qui prend beaucoup de temps, qui prend plusieurs années à concevoir. Et aussi, Mathieu est un collègue maintenant au Journal de Montréal. Puis c'est aussi mon collègue dans un petit journal agricole qui s'appelle La Vie agricole. Donc, c'est un collègue également. Et comme avec beaucoup de collègues, on n'est pas d'accord sur tout. On s'ostine sur bien des affaires. On brasse beaucoup d'idées ensemble. Mais c'est quelqu'un de qui je vais toujours reconnaître quelque chose. Parce que, tout comme moi, on a nos préférences politiques. On a nos grilles, on a nos idéaux. Mais la loyauté, la fidélité au Québec va toujours passer avant tout le reste. Quand quelqu'un va dire du mal sur les Québécois ou que les Québécois ne seront pas capables de faire quelque chose ou que les Québécois, on ne devrait pas prendre notre place sur tel aspect parce que c'est inacceptable de le faire, Mathieu va toujours être un des premiers à se mettre sur son clavier et sur son écran puis à pondre un texte pour expliquer, pour démonter en 2 temps 3 mouvements pourquoi « Oh, c'est pas vrai parce qu'au Québec, on est capable puis on le peut ». C'est ce que je trouve toujours le plus admirable avec Mathieu. Donc, je laisse bien entendu à la vedette de la journée et le récipiendaire prendre sa place. Je ne sais pas s'il faut un petit mot de présentation avant, mais dans tous les cas, je ne doute pas un seul instant. Parce que l'indépendance, c'est tous ensemble qu'on va le faire. Ça le dit dans le nom de ce groupe qui organise cet événement aujourd'hui. C'est le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et je ne doute pas que Mathieu sera toujours avec nous et mènera le combat jusqu'à la victoire finale. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret, nostalgie. On entend, oui. Merci à Simon-Pierre Savard-Tremblay pour ce mot d'introduction. Simon-Pierre qui a certainement été mon meilleur étudiant au fil de ma vie d'enseignement universitaire. Alors c'est un plaisir de l'avoir entendu dire ces quelques mots. Chers amis, c'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous. Je me considère comme un vieil ami du RPS, le Rassemblement pour un pays souverain, un mouvement que j'estime énormément et qui incarne un nationalisme ancré dans notre histoire, fidèle aux raisons les plus fondamentales de faire l'indépendance du Québec. Ce n'est pas sans raison qu'il entretient aussi fièrement et aussi vaillamment la mémoire des patriotes d'ailleurs. Ce n'est pas sans raison, je me permets de l'ajouter, que Bernard Landry aimait autant le RPS et ses militants. Mais je vous l'avouerai, j'étais surpris de recevoir ce prix, et cela pour une raison toute simple. C'est que je ne suis pas journaliste, et que je ne le suis tout simplement pas. Je ne le suis pas du tout, en fait. Le journalisme est un noble métier, mais ce n'est pas le mien. Bien franchement, vous me confieriez le scoop du siècle, et je ne saurais qu'en faire, il faut avouer ses faiblesses. Cela dit, il est vrai que j'ai le privilège de travailler dans un journal, et même 2, car j'ai l'immense bonheur d'écrire à la fois pour le Journal de Montréal et le Figaro à Paris. Dans les 2 cas, j'y suis chroniqueur. Et dans les 2 cas, on m'y accorde une liberté absolue pour aborder des questions qui me semblent importantes pour l'avenir de nos sociétés. Mon travail consiste essentiellement, pour reprendre les mots du grand philosophe français Raymond Aron, à penser l'histoire qui se fait. Autrement dit, à comprendre le grand contexte qui éclaire l'actualité, à comprendre derrière l'événement la portée historique d'un événement qui peut nous frapper d'une manière ou de l'autre. Il s'agit d'identifier les grands enjeux de notre temps
Il s'agit de comprendre les grands clivages dans lesquels notre société est amenée à débattre. Il faut dire, je me permets de l'ajouter, que nous sommes dans une époque tragique et passionnante tout à la fois. Les temps paisibles sont derrière nous. Les vieilles catégories politiques issues de la société technocratique sont terriblement désuètes. Elles ne sont plus capables d'enregistrer les mutations de l'opinion publique et elles se décomposent devant la renaissance des passions. L'échec à répétition des sondages ces derniers temps est un bon indice de cette incapacité à comprendre la société. Il nous faut réapprendre à penser en nous délivrant des formules toutes faites qui donnent aux perroquets qui les répètent l'impression de réfléchir. Je vous avouerai aussi qu'avec le temps, une partie de mon travail a consisté à critiquer de l'intérieur un système médiatique qui me semble de plus en plus toxique pour notre démocratie et qui déforme la réalité au point de nous faire évoluer mentalement dans un monde parallèle façonné par des idéologues coupés du réel. Trop souvent, les médias racontent moins le monde tel qu'il se présente à nous qu'ils ne plaquent sur lui des catégories toutes faites, tout comme ils nous imposent un vocabulaire faussement objectif, ce qui relève quelquefois de la claire manipulation des consciences. Ainsi, ces dernières années, on a voulu convaincre les Québécois qu'ils étaient hantés par la tentation de l'extrême droite. On a ainsi accordé le plus grand crédit à des groupuscules idéologiques voulant nous imposer de force une commission sur le racisme systémique. Ces groupuscules sont mis de l'avant par un système médiatique qui parvient de moins en moins à cacher son biais idéologique. De même, lorsqu'un peuple, aujourd'hui, exprime son attachement à l'identité nationale, on l'accuse de xénophobie. Ce procès perpétuellement mené crée un sentiment désagréable de surveillance généralisée. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut se faire accuser de racisme s'il déplaît aux commentateurs médiatiques autorisés. J'en tire une conclusion forte. La réappropriation de la démocratie passe aujourd'hui par une critique vigoureuse du politiquement correct. J'ajouterai que le combat pour l'indépendance lui-même passe par une critique du politiquement correct. Nous ne ferons jamais l'indépendance du Québec si nous continuons à nous soumettre aux critères de respectabilité médiatique établis par nos adversaires qui veulent nous rendre tout à la fois vertueux et impuissants. Alors, car vous l'avez marqué, c'est l'essentiel, je suis bien évidemment un indépendantiste. Je n'ai jamais imaginé pour notre peuple un autre destin qu'une pleine maîtrise de son destin national. Il faut dire, je me permets de le dire à la manière d'un clin d'œil familial, que je suis né dans une bonne famille pour cela. Mon père, disciple de Maurice Séguin, était et demeure un indépendantiste convaincu. À la maison, il ne voulait pas nous endoctriner, mais il y avait une formidable bibliothèque dans laquelle on trouvait une série d'ouvrages importants. Parmi ceux-là, ceux de Marcel Chaput, par exemple. Pourquoi je suis séparatiste, un livre que j'ai lu très tôt dans ma vie et qui m'a profondément convaincu, naturellement, des vertus de la liberté politique pour notre peuple. Je me permets aussi, évidemment, un clin d'œil à ma mère, qui incarnait aussi une forme d'enracinement paisible et remarquable, une manière saine et heureuse d'être québécois. Je sais bien, cela dit, qu'en tant qu'indépendantiste, les temps ne sont pas très inspirants pour notre cause. La défaite défait, et notre peuple a encaissé beaucoup de défaites ces dernières années, au point de douter de son droit d'exister. Il suffit de constater notre manque de vigueur quand vient le temps de défendre notre langue pour nous en convaincre. Pourtant, au fond de lui-même, le peuple québécois veut encore vivre. Je vois dans l'effondrement du Parti libéral, dans le providentiel effondrement du Parti libéral et dans son remplacement par un gouvernement nationaliste imparfait mais fidèle au Québec, un premier signe d'espoir pour les temps à venir. Dans ce contexte difficile, je ne désespère pas. Et avec le chanoine Groulx, une personne qu'on n'a plus le droit de citer aujourd'hui, mais qui a su en d'autres temps inspirer toute une génération, je dirais, vous me permettrez de le citer, « Notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme en son visage. Les snobs, les bonententistes, les défaitistes peuvent nous crier tant qu'ils voudront. Vous êtes la dernière génération de Canadiens français. Je leur réponds avec toute la jeunesse. Nous sommes la génération des vivants. Vous êtes la dernière génération des morts. Alors, avec le grand chanoine, je me permets de vous dire, je me permets de nous dire, nous poursuivrons notre combat, nous ne céderons pas, nous garderons vivante la flamme de l'indépendance, et tôt ou tard, et peut-être même plus tôt que tard, nous verrons renaître du fond de notre peuple un désir de liberté qui nous poussera à lancer la dernière offensive qui nous donnera enfin un pays. Chers amis, merci pour tout. Vive le Québec, vive l'indépendance.
nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans, la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons. Merci, M. Bocoté et Savard Tremblay.